Bienvenue sur le podcast de Tout droit tout simple, le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. J'accueille aujourd'hui une directrice juridique de marque et pour cause, il s'agit de la directrice juridique du groupe Fnac Darty. Nathalie Dubois est directrice juridique depuis de nombreuses années et a travaillé dans les médias pendant plus de 15 ans avant de rejoindre Fnac Darty. Elle a fait le choix dès la fin de ses études de travailler en entreprise et elle nous livre avec enthousiasme et dynamisme son parcours professionnel, les difficultés qu'elle a rencontrées et ses succès. Si vous voulez du peps et de l'optimisme avant de partir en vacances, surtout, écoutez-la et restez jusqu'à la fin. Bonne écoute! Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce 14e épisode du podcast Tout droit tout simple. Est-ce que d'abord tu peux te présenter un petit peu et nous raconter comment s'est construit ton projet professionnel? Alors, bonjour Delphine, écoute, je suis ravie de participer à ce podcast. Et de partager dans la mesure du possible mon expérience pour ceux qui vont nous écouter. Eh bien, écoute, mon projet professionnel, il s'est construit un petit peu au fur et à mesure et par hasard. J'ai choisi le droit plutôt par élimination. J'ai fait un bac scientifique que j'ai passé en Guadeloupe. Et alors, moi, je ne connaissais pas du tout le métier de juriste d'entreprise quand j'ai choisi de faire du droit. Je m'orientais en fait, moi, à l'époque, vers le métier de conseil juridique qui a disparu en 92 avec la fusion du métier de conseil juridique avec les avocats. Je ne me suis pas vraiment posé de questions dans la suite de mon cursus. Je me suis dit que je verrai plus tard. Et donc, c'est plutôt vers la fin de mes études où je me suis reposé la question de savoir quel métier je voulais exercer. Globalement, en fait, c'est vrai que tout le monde s'orientait plutôt vers le métier d'avocat. Je n'avais pas vraiment de vocation et c'est pour ça qu'en fait, à la fin de mes études, en fait, j'ai fait une espèce de parcours un peu de découverte initiatique pour expérimenter différentes options. J'ai fait mon stage de troisième cycle, donc à l'époque de DESS, dans un petit cabinet d'avocats d'affaires. De manière très rapide, puisque j'y ai passé 2 mois. Je n'ai pas forcément été emballée, moi, par l'expérience. Et ensuite, après avoir eu mon troisième cycle, j'ai fait différents petits jobs. J'ai passé 1 mois au ministère de la Justice, au bureau de la politique, à la direction des affaires criminelles et des grâces. J'ai travaillé un petit peu sur tout ce qui était à l'époque criminalité en col blanc, abus de biens sociaux, ce genre de dossier. Donc, c'était assez intéressant. Je travaillais avec des magistrats parce que je me posais aussi la question sur la magistrature. J'ai passé aussi un petit peu de temps au sein du service fiscal du médiateur de la République pour expérimenter aussi la partie fiscalité, puisque j'ai un troisième cycle en droit des affaires et fiscalité. Et ça n'est qu'à l'issue finalement de toutes ces petites expériences que j'ai choisi le métier de juriste d'entreprise. Donc, comme tu vois, en fait, c'était pas forcément un choix très construit à l'origine. Mais tu as quand même fait effectivement beaucoup de stages différents pour essayer de savoir un peu ce qui te plaisait. Et contrairement en fait, à de nombreux étudiants, toi, tu n'as pas fait le choix de passer le CAPA. Alors, pourquoi tu as fait ce choix en fait? En fait, moi, je me suis rendu compte que ce que je préférais, en fait, c'est travailler avec des gens qui venaient d'horizons un petit peu différents. Et je ne me voyais pas être dans une structure où finalement, la quasi-totalité des gens avec lesquels tu travailles et que tu rencontres, en fait, font du droit comme toi. Oui, sont des juristes. Ouais. Tu t'en es aperçu là en stage, en fait, de ça, tout de suite. Et ce qui n'est pas évident, hein. Moi, j'ai fait aussi ce constat-là, mais bien plus tard. C'est tout l'intérêt, en fait, d'avoir un peu une richesse de différentes expériences parce que ça permet de construire finalement ce qu'on n'aime pas. Et finalement, en fait, c'est pas toujours évident de savoir, en fait, quand on sort de ses études, de savoir ce qu'on veut faire parce qu'en fait, le champ des possibles est très grand. Et donc, je trouve que c'est aussi une manière, en fait, de réduire les choix que de savoir ce qu'on n'a pas envie de faire. Et donc, le maximum d'expérience on peut avoir, le mieux c'est parce qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, petit à petit,
on se connaît mieux et on arrive finalement à définir aussi quel est l'environnement et les gens avec lesquels, en fait, on a plus ou moins envie de travailler. Donc, c'est vraiment, en fait, moi, un choix qui s'est vraiment construit plutôt sur le terrain. Alors, très honnêtement, aujourd'hui, CAPA, pas CAPA, j'ai beaucoup évolué sur le sujet et c'est vrai qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on passe le CAPA qu'on est obligé d'exercer en cabinet. Et moi, j'ai eu des collaborateurs, en fait, qui ont passé le CAPA et qui, finalement, n'ont jamais exercé en cabinet, qui sont allés directement en entreprise. Et aujourd'hui, je trouve ça plutôt intéressant d'avoir le CAPA quand on veut garder le champ des possibles, notamment sur l'expatriation. En fait, il y a des pays qui ne reconnaissent pas le métier de juriste d'entreprise et ne reconnaissent que les professions qui sont rattachées à un ordre, notamment les pays anglo-saxons. Exactement. Moi, En fait, ouais, ouais. C'est l'une des raisons, effectivement, pour lesquelles parfois je dis ça aux étudiants, c'est que d'abord, pour s'expatrier, c'est quand même plus facile d'avoir ouais, le diplôme du CAPA. Et la deuxième raison, mais ça n'est pas forcément une bonne raison, c'est que l'employabilité au départ, ou en tout cas les différences de salaire, sont assez conséquentes quand on a exercé en cabinet avant d'avoir exercé en entreprise. Mais voilà, c'est un peu les deux, pour moi, les par contre, deux. effectivement, il faut avoir exercé en cabinet. Mais même pour les étudiants qui ne souhaitent pas exercer, en fait, il faut qu'ils sachent qu'en fait, ils peuvent passer le CAPA. Et c'est vrai que c'est plus facile de le passer dans la foulée pour l'avoir en se disant, ben voilà, plus tard, si je veux avoir un projet d'expatriation dans des pays donc, qui ne reconnaissent pas le métier de juriste d'entreprise, mais qui ont des passerelles, en fait, pour les gens qui sont rattachés à un ordre, ben, c'est vrai que ça facilite le projet. Et par ailleurs, en fait, il y a justement les boîtes anglo-saxonnes, en fait, dans un souci de mobilité de leur in-house counsel, en fait, recrutent des gens qui sont avocats, pas nécessairement, en fait, parce que c'est un gage de qualité supplémentaire, mais justement dans cette optique de mobilité, en fait, entre leurs différents pays. Oui, Donc, et en puis ils connaissent pas aussi les diplômes tous français, et donc fait, ouais, par facilité, ils se disent, bon, ben moi, je connais, enfin, cette distinction juriste-avocat qui existe en France, elle n'existe pas dans beaucoup de pays, donc effectivement, ouais. pour eux, il faut être avocat. Et donc, c'est vrai que très honnêtement, j'aurais cette question à me poser aujourd'hui en tant qu'étudiant. Je me dirais, OK, il vaut peut-être mieux le passer dans la foulée, comme ça c'est fait. Et c'est vrai que c'est d'une carte supplémentaire, même en n'exerçant pas en cabinet. Alors que moi, effectivement, je m'étais vraiment posé la question en fait de savoir ce que je voulais Hmm. faire, sans nécessairement avoir, parce qu'on n'avait pas ce recul hein, à l'époque, sans avoir en fait ce souci finalement de potentielle mobilité plus tard. Ouais, sachant effectivement, tu as un peu évoqué, mais il y a aussi des passerelles, même en France, hein, après 8 ans d'expérience dans un service juridique, on peut effectivement accéder à la profession d'avocat en passant simplement l'examen de déontologie. Donc, on peut aussi accéder à l'avocature après. Et comment s'est passée ta première recherche d'emploi quand justement tu es sortie de l'université avec ton Master 2 en poche alors? Alors très honnêtement, ça n'a pas été simple. Euh, Ça n'a pas été simple. Moi, j'étais en recherche d'emploi en 97 et c'était pas facile en fait. Il y avait beaucoup, beaucoup de juristes sur le marché. Alors bon, ça parlera moins aux jeunes, mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, on en était encore aux lettres de motivation manuscrites. Et donc forcément, ça prenait plus de temps. Il y avait très, très peu d'annonces et le problème, bon, c'est le même qu'aujourd'hui, hein, quand il y avait des annonces intéressantes, énormément de gens qui répondaient. Je n'avais pas de double diplôme, je n'avais pas le CAPA, donc en fait, je n'avais pas forcément, moi, d'éléments différenciants en fait sur mon CV par rapport à d'autres, donc ce qui finalement me mettait un petit peu au même niveau que tout le monde. Et comme tout le monde, après je faisais aussi des candidatures spontanées, hein, j'écrivais à toutes les grosses boîtes que tout le monde connaît, donc forcément que tout le monde démarche. Et donc au bout de 7 mois de recherche en fait, j'avais eu 2 offres en fiscalité, donc ça ne m'intéressait absolument pas parce que les banques recrutaient. Alors moi, j'avais vraiment une idée de ce que je n'avais pas envie de faire. Et pour le coup, la Hmm. fiscalité en faisait partie. Et moi, le déclic, en fait, pour changer de stratégie, en fait, ça a été quand j'avais postulé, en fait, sur un poste qui me correspondait dans une SS2I. Et au bout de 3 semaines, j'ai eu des nouvelles, j'ai été convoquée à un entretien. Je me suis retrouvée avec une trentaine de juristes dans une salle. On a commencé par nous dire que le poste pour lequel on avait postulé était pourvu.
Et en fait, ils avaient été très malins. En fait, les SS2I, en fait, à l'époque, avaient beaucoup de mal à recruter des informaticiens, puisqu'il y en avait très peu, en fait, sur le marché. Et donc, finalement, ils se sont dit, on a beaucoup de juristes, donc qui sont des populations intelligentes, bac+5, qui ne trouvent pas de travail. Nous, on n'a pas d'informaticiens. On va Et les donc, former à être informaticiens. exactement. Donc, en 3 semaines, ils avaient monté une offre de formation où, en fait, ils proposaient aux juristes de les recruter. Il y avait une formation, alors je ne sais plus de combien de mois, pour devenir informaticien. Et en échange, je crois qu'il fallait bosser 2 ans pour la SS2I. Et donc, alors, autant te dire que quand j'ai vu ça, en fait, finalement, je me suis rendu compte avec tous ces juristes qui se retrouvaient et dont certains, en fait, le cherchaient depuis encore plus longtemps que moi et finalement étaient prêts à sauter le pas pour accepter cette offre. Donc, moi, je me suis dit, en fait, il faut que je change un truc parce que là, je ne vois pas comment, en fait, je vais inverser la tendance. Et il Et y en a donc, qui ont accepté cette offre-là, qui sont… ouais. Ah ouais. Ouais. Il y en a qui cherchaient vraiment. Alors, il y en a qui avaient des spécialités, en fait, vraiment de niche, ce qui était plus compliqué. Moi, droit des affaires et fiscalité, finalement, c'était un petit peu plus large. Mais il y en avait qui avaient effectivement des formations de niche qui cherchaient depuis plus longtemps que moi encore et qui étaient un petit peu au bout du rouleau en termes de recherche. Et donc, qui effectivement en tout cas, se préparaient à accepter. Et donc, alors moi, pour le coup, alors vraiment, je n'avais pas du tout en tête de devenir informaticienne, hein. J'ai décidé, en fait, moi, de m'orienter vers le marché des PME et des ETI, donc moins connu et que je ne connaissais pas. Donc, je suis allée à la chambre de commerce et j'ai envoyé un courrier type à peu près 300 PME et ETI, donc des boîtes totalement inconnues de moi. Donc, des lettres, en fait, absolument pas ciblées, mais vraiment, en fait, c'était une espèce de grosse bouteille à la mer. Et donc, sur les à peu près 300 lettres que j'ai envoyées, j'ai décroché un entretien et un job. Ah ouais, mais il suffit d'un, hein. Enfin, en même temps, Il c'est… suffit d'un. Voilà. Il suffit d'un. Et C'était donc, le bon, quoi. exactement. Donc, moi, je me suis orientée vers les PME ETI pour mon premier job. Parce que les jeunes juristes ont tendance à postuler justement dans des grandes entreprises parce ils les connaissent, ils connaissent le nom, la marque, la réputation. Donc toi, à ton avis, c'est pas toujours, effectivement, d'après ce que tu racontes, c'est pas toujours la bonne stratégie. Ce n'est pas forcément la bonne stratégie. Ça peut l'être, hein, quand on a une idée très Ouais. précise, s'il y a des offres, si on a fait des stages qui sont très pertinents. Enfin, mais en tout cas, pour ceux qui ont des difficultés à trouver, moi, je pense qu'en fait, il peut y avoir des jobs aussi intéressants, si ce n'est plus, et qui correspondent parfois peut-être encore plus aux candidats dans les PME et les ETI. Parce que aujourd'hui, en fait, il y a un vrai développement des entreprises. Il y a un environnement juridique qui est de plus en plus complexe. Beaucoup de PME maintenant ETI ont aussi une stratégie digitale, voire internationale, et donc ont un développement qui nécessite maintenant des accompagnements juridiques de plus en plus poussés et qui réfléchissent à se doter d'un juriste. Et ça veut dire qu'en fait, il y a des jobs, en fait, qui sont potentiellement très intéressants. Moi, ça a été le cas, en fait, Oui, qui parce que vont se créer finalement, peut-être, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup de PME aujourd'hui qui n'ont pas de juriste, en fait. Beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas la taille suffisante pour avoir un juriste à temps plein. mais c'est pour ça, en fait, par contre, qu'en fait, on peut aussi être, entre guillemets, sur le bon momentum, c'est-à-dire, en fait, finalement, postuler et finalement créer le besoin, se dire, tiens, Exactement. finalement, Ouais. c'est vrai qu'on a ces enjeux-là. Et après, je pense aussi que quand, en fait, un juriste, finalement, cherche un job qui est très motivé par un secteur d'activité, il peut aussi se renseigner pour savoir quelles sont, finalement, les PME qui montent ou qui se développent, et finalement aussi faire une offre finalement Le service? d'emploi Oui. exactement très Ouais. motivée, en expliquant en fait pourquoi ce serait très pertinent pour la boîte finalement de le recruter. Donc je Mm. pense qu'il peut y avoir des stratégies beaucoup plus actives que passives, et justement en fait de créer l'opportunité. Et donc moi Ouais, je créer le suis besoin en allant exactement. proposer service, quoi. Mm. Ouais, moi, c'est ce que j'ai fait finalement. Et ça a été une stratégie, gagnante en fait. Et je pense que dans une PME, vous allez avoir finalement un poste beaucoup plus pluridisciplinaire, beaucoup plus peut-être un peu plus généraliste, avec souvent beaucoup de responsabilités, beaucoup plus vite.
parce que vous allez être rattaché directement soit au patron, soit à son bras droit ou au CFO, mais ce qui veut dire que par rapport à une grosse boîte, vous allez être un peu plus noyé dans une organisation, vous allez finalement avoir accès de manière extrêmement rapide et immédiate, en fait, aux enjeux stratégiques. Exactement, aux chambres de décision et de définition de la stratégie, ce qui est, je pense, un accélérateur de compétences énorme. Donc, je pense qu'il y a des jobs très intéressants à aller chercher, moi, dans les PME et les ETI. Et que penses-tu de la formation des juristes en général? Alors, est-ce que pour toi, elle répond complètement aux attentes, alors des entreprises, des cabinets, enfin, mais surtout des entreprises? Je pense qu'on a une excellente formation d'experts. On a un enseignement académique qui est vraiment de qualité. Après, c'est vrai qu'on a plutôt un enseignement qui met l'accent sur la synthèse, la réflexion et vraiment sur ces enseignements théoriques. Pour moi, en fait, ce qui manque, et ça, on le voit en fait dans les populations de juristes de manière générale, il n'y a pas assez de prise de parole. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait plus développer. Le fait de libérer la parole des juristes et d'avoir vraiment un système. Mais ce n'est pas que le propre, en fait, de l'enseignement juridique. Hein. C'est le cas aussi dans le primaire et dans le secondaire. Et ensuite, je pense qu'il n'y a pas assez d'accent sur les soft skills et sur le fait, finalement, d'avoir une immersion aussi des juristes dans les sujets du quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, les juristes, quel que soit en fait le métier qu'ils vont exercer, qu'ils soient avocats, juristes d'entreprise, notaires, le droit est au service toujours de quelque chose. On ne fait pas du droit pour faire du droit, à part si on se destine vraiment sur de la recherche et de l'enseignement, où là, on va être vraiment sur de la manipulation de concepts juridiques. Et encore, hein, le juridique infuse dans la société, c'est quelque chose de très concret, de très pratique. Et pour le coup, en fait, je trouve assez dommage que dans le parcours universitaire, on n'ait pas suffisamment de prise avec finalement la vie économique dans laquelle en fait on va s'insérer plus tard et justement sur la mise en perspective de tous les concepts juridiques qu'on manipule. Moi, j'avais été assez frappée notamment quand on apprend tout ce qui est droit des obligations et tout ce qui se rapporte au contrat, en fait, on n'a jamais à négocier ou à rédiger un contrat, en fait. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose. Non, mais c'est vrai. C'est une fois qu'on arrive dans l'entreprise que là, on découvre ce qu'il faut vraiment faire. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai qu'en fait, comprendre le droit des obligations, je pense qu'en fait, on développerait beaucoup plus le bon sens et le sens pratique des juristes si à chaque fois qu'on est sur un enseignement théorique, on avait une mise en perspective et concrètement, dans la vie en fait de tous les jours, comment ça se traduit. Et ça, on le voit en fait, mais d'une manière générale, hein, il y en a beaucoup de gens qui se posent des questions, mais quand on leur dit, oui, mais si par exemple, c'était toi, à titre personnel, qui était le débiteur, comment tu raisonnerais ? Et en fait, il y a une espèce, à un moment donné, finalement, de table de correspondance entre la réalité du terrain et l'enseignement théorique qui est plus compliqué parce qu'on l'a enseigné de manière plus complexe, sans nécessairement, en fait, le mettre en pratique. Et il y a beaucoup de cas, finalement, où, en fait, on s'en sort juste avec un raisonnement de bon sens. Et ce n'est pas forcément des choses très complexes. Donc, je pense qu'en fait, moi, ce qui manque, c'est vraiment cette dimension pratique et concrète qui gagnerait beaucoup, en fait, pour moi, à infuser en fait, dans les enseignements théoriques au niveau de l'université. Et qu'est-ce que tu penses aussi de tout ce qui est réseau? Parce que je sais, par exemple, dans les écoles de commerce, de management, dans les grandes écoles, il y a un vrai réseau qui se crée. C'est vrai qu'à l'université, on en est un petit peu loin. Il y a des choses qui se créent avec les associations, les alumni, mais est-ce que tu ne crois pas que c'est aussi quelque chose qui peut manquer aux étudiants quand ils arrivent dans la vie active, en fait, d'avoir déjà un petit réseau de constitué? Tu as parfaitement raison. Hein. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est inné pour les populations de juristes. Et c'est vrai que les écoles de commerce sont très fortes pour ça. Et alors, pour le coup, en tant qu'en plus
juriste d'entreprise, je pense qu'il pourrait aussi y avoir un réseau avec les entreprises qui pourraient aussi se créer, d'avoir beaucoup plus d'échanges un peu informels. Je pense que c'est quelque chose en plus qui est toujours compliqué à mettre en place parce qu'on a tendance en fait quand on aborde les universités toujours à dire oui mais en fait qu'est-ce que vous proposez comme job, comme stage, alors que les entreprises n'ont pas forcément en permanence des jobs et des stages à proposer, mais elles peuvent avoir du temps. Et je pense que les juristes d'entreprise d'une manière générale sont aussi assez partants en fait pour partager leur expérience. Quand j'étais chez TF1, on avait lancé, et c'est toujours le cas, des accueils de promo de Master 2 justement pour échanger, avoir ces interactions. On avait lancé aussi le prix juridique Média Internet pour avoir aussi ces interactions avec le monde de l'entreprise. Et je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup d'initiatives de la part des universités pour avoir finalement un réseau où les étudiants auraient la possibilité d'être mis en relation avec les juristes d'entreprise, mais ça peut être aussi des avocats, des notaires. Et moi, je suis plutôt quelqu'un de très, très positif et optimiste. Je suis vraiment convaincue qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de gens de bonne volonté, d'une manière générale, pour justement pouvoir avoir ces échanges qui seraient très riches pour les étudiants. Parce que, comme on disait tout à l'heure, finalement, construire son parcours professionnel, c'est aussi comprendre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Discuter avec des professionnels de leur métier, pour savoir concrètement quelles sont les qualités requises, comment s'organise la journée de travail, et finalement se dire, OK, est-ce que je me projette ou pas, ce serait très riche d'enseignements. Ça permet aussi potentiellement de créer un réseau avec des affinités. Finalement, c'est après un espèce d'effet rebond qui permet aussi de rencontrer des rencontres, appellent d'autres rencontres. Ça permet de rencontrer d'autres gens. Donc, moi, je pense que le réseau, il pourrait se constituer de manière assez naturelle. Et je trouve ça assez dommage que ce ne soit pas quelque chose d'exploité. En parlant de partage d'expérience, alors je vais faire un petit peu d'autopromotion, ça ne m'arrive pas souvent, mais c'est vrai que j'ai lancé le programme qui s'appelle Midflex avec le Cercle Montesquieu. Et d'ailleurs, je vais le dire parce que je sais que tu t'es inscrite et je te remercie d'avoir participé. Et justement, ce programme-là, il permet, il a pour ambition en tout cas de mettre en relation des étudiants en droit et des directions juridiques. Et on voit que ça fonctionne et c'est une émulation. Pour eux, c'est aussi le moyen de se constituer aussi un petit réseau et puis d'apprendre, de partager de l'expérience. Et ça, moi, je trouve ça formidable pour les étudiants, quoi. C'est une super initiative. C'est pour ça, effectivement, moi, j'étais partante et pour du coup mentorer une étudiante. Et parce que je pense que c'est une opportunité formidable pour les étudiants. Après, effectivement, c'est malheureusement en fait limité en termes de nombre parce que on fonctionne par binôme. Donc, je ne peux qu'encourager les étudiants quand ils ont l'opportunité de participer à un programme de mentoring de le faire. Parce que c'est forcément un accélérateur pour eux de réseau, de connaissances, et c'est quelque chose qui va être riche d'enseignement pour eux. Et c'est sûr que après, je pense que les universités pourraient aussi finalement réfléchir à plus grande échelle pour que le maximum d'étudiants puissent bénéficier. Alors, pas de manière aussi qualitative d'un programme de mentoring, parce que oui, là, c'est un vrai accompagnement, personnalisé, mais ouais. Voilà, et c'est une dimension beaucoup plus profonde. Mais à minima, je suis persuadée, moi, qu'il pourrait y avoir des initiatives dont l'ensemble des étudiants pourraient bénéficier. Et je suis assez convaincue qu'il y aurait des bonnes volontés, en fait, pour participer à ce type d'initiative dans le monde économique d'une manière générale. Et alors, comment, à ton avis, alors tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais comment, à ton avis, on fait, parce que moi j'ai beaucoup aussi cette question-là d'étudiants, pour sortir du lot, comme tu as dit tout à l'heure, quand on n'a pas de double formation, triple formation, qu'on ne parle pas 5 langues couramment, qu'on n'a pas fait le choix de passer le CAPA, comment on fait en fait? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire en fait, dans ces cas-là, il faut essayer de ne pas faire comme tout le monde. Parce que finalement, si on se dit, ça a été un peu mon problème, c'est de me dire finalement, je me retrouvais comme tout le monde sans forcément d'éléments différenciants. Et j'ai mis 8 mois pour arriver à comprendre que j'avais un problème dans l'approche. Donc, je l'ai changé. C'est pour ça qu'en fait, dans ces cas-là, il faut probablement beaucoup plus affiner son projet, ses compétences, ses forces.
et dans ces cas-là, beaucoup plus structurer en fait finalement sa recherche. Parce que ça veut dire qu'en fait, si vous structurez mieux votre recherche, vous allez vraiment cibler sur ce qui vous passionne, sur là où vous avez vraiment quelque chose de plus que les autres. Et le plus que les autres, ça peut être une envie, ça peut être un enthousiasme, ça peut être un engagement qui fait qu'en fait, vous allez vraiment faire la différence par votre personnalité, par votre envie, parce que ça, c'est vraiment quelque chose quand on rencontre quelqu'un de motivé, qui est très communicatif. J'ai souvent Oui. tendance à dire, moi, que le meilleur candidat pour un poste, ce n'est pas forcément le plus compétent. C'est souvent celui qui en a le plus envie. Oui, qui dégage, oui. Alors moi, j'ai une anecdote là-dessus et je suis complètement d'accord avec toi. C'est que je me souviens un de mes entretiens que j'ai passé quand je voulais passer juriste d'entreprise. Et ce poste, vraiment, je voulais l'avoir et enfin, j'étais sûre que je pouvais l'avoir. Enfin, vraiment, c'était. Et je me souviens, le DRH qui m'a dit, mais alors vous avez vraiment la niaque pour ce poste, hein. Et là, j'ai su que c'était pas gagné, mais ouais, j'avais vraiment eu un signal positif, quoi. Et effectivement, j'ai eu le poste, mais c'est ce que vraiment j'ai dégagé ce jour-là, je pense. Enfin, j'avais tellement envie et ça se sentait, enfin, qu'effectivement, ça a marché comme ça. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Ah ben, moi, j'en suis convaincue parce que moi j'associe de manière très étroite la notion de performance à la notion de plaisir. Quand on prend plaisir à quelque chose, à faire quelque chose, on va avoir de l'engagement, on va se démener parce qu'on va avoir envie d'apprendre, on va avoir envie de progresser et on va y prendre du plaisir. Et derrière, en fait, on va forcément être meilleur que quelqu'un qui finalement, en fait, n'aime pas ce qu'il fait. Parce qu'en fait, on n'est pas bon quand on n'aime pas ce qu'on fait. Donc, en Mm. fait, donc je pense que ce qu'il faut dans ces cas-là, quand on n'a pas ces éléments différenciants, c'est vraiment en fait faire une introspection pour se poser la question, OK, mais moi, qu'est-ce qui me fait vibrer? Sur quoi je prends du plaisir? Donc, en fait, il faut encore probablement plus bien se connaître et dans ces cas-là, construire son projet en fonction de ce qu'on finalement de ce qu'on a envie de faire profondément. C'est-à-dire pas forcément des choix raisonnés, froids et finalement qui ne nous Mm. correspondent pas. Et ça veut dire que dans ces cas-là, il y a un peut-être plus gros travail finalement pour vraiment cibler sur là où on va faire la différence. Et ce qui va faire la différence, c'est la passion et c'est l'envie. Ouais, bien se connaître, effectivement, c'est super important et c'est pas si facile quand on est justement à ces âges, 25 ans. Enfin, c'est pas si simple parce que justement, en général, on se connaît mieux quand on a un peu d'expérience. Enfin, et c'est vrai que ce travail-là, il faut le faire, mais il est pas facile. Mais je pense que c'est un super bon conseil. Il faut effectivement faire ce travail oui, c'est exactement ça, d'introspection sur soi en fait. Alors aujourd'hui, tu es à la tête du département juridique de la Fnac Darty. Comment, est-ce que tu peux nous dire comment il est organisé, quelle est ton équipe, enfin nous faire un petit peu rentrer dans ta maison, si je puis dire. Le département juridique Fnac Darty, alors comme son nom ne l'indique pas, on a aussi d'autres enseignes, puisqu'on a Nature et Découverte, Wifix qui fait la réparation de smartphones et la vente de reconditionnés, et puis un pôle billetterie, donc avec notamment Fnac Spectacle, France Billet. Et on a aussi des activités en Belgique avec une enseigne qui s'appelle Vandenborg, qui est un petit peu l'équivalent de Darty sur ce pays. On a Fnac aussi en Belgique, au Luxembourg et en Suisse, en Espagne et au Portugal. Et on a une activité de sourcing avec 2 filiales en Asie. Donc, pour s'occuper de tout ça, en fait, on est une équipe de 21 personnes avec une directrice juridique aussi en Belgique. On s'occupe de toutes les questions liées au droit, à l'exclusion du droit social, de tout ce qui est finance, compta, information financière, fiscale, douanier, mais aussi tout ce qui est réglementation et normes, conformité, sécurité des produits, des locaux et des bâtiments qui ne sont pas chez nous. Et donc, nous, on intervient sur toutes les phases projet, tout ce qui est le brainstorming avec nos clients internes en amont des projets, tout ce qui est prévention des risques de litige, les dossiers contentieux. On a vraiment toute la partie conseil auprès de la direction générale et puis les différentes business units. L'équipe est organisée en 4 départements. Donc, on a un département qui est immobilier, franchise, assurance, IT et NTIC. Un département qui s'occupe de tout ce qui est concurrence, distribution,
services et opérations. Donc, dans les services, ce sont les services du coup qu'on vend en magasin, et les opérations, c'est tout ce qui est la partie logistique, livraison, service après-vente, enfin voilà, toutes ces activités-là. Le troisième pôle, c'est la propriété intellectuelle, consommation, billetterie et marketplace. Et ensuite, le dernier pôle, c'est tout ce qui est corporate et M&A. Alors, Voilà. j'imagine que comme tout le monde, vous êtes en télétravail depuis des mois, peut-être même une année, je ne sais pas. Comment se sont passées ces différentes périodes de confinement pour ton équipe et toi? Face à cette situation, comme tout le monde, nous, on a fermé l'ensemble de nos magasins du jour au lendemain, ce qui fait qu'on avait 80% du chiffre d'affaires du jour au lendemain qui était coupé. Ce qui fait qu'en fait, on a dû prendre des mesures extrêmement radicales très vite en termes d'adaptation des effectifs. Et puis, parce que mettre une activité en stand-by sur un plan juridique, finalement, ce n'est pas si simple que ça. Donc moi, j'ai eu toute une partie de l'équipe au chômage partiel en fonction des moments. Donc, il avait fallu faire preuve de beaucoup d'agilité parce qu'en fait, on a forcément beaucoup de projets qui ont été mis en stand-by. Il a fallu faire un point sur l'ensemble de nos contrats liés notamment au magasin de manière extrêmement urgente. Donc, il a fallu adapter tous nos engagements contractuels à cette situation. Puis, il faut se rappeler qu'en fait, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez assez exceptionnel et en même temps très intéressant. Moi, je suis assez bluffée en fait par la manière dont on a réussi à traverser ce premier confinement, compte tenu effectivement des enjeux et surtout de l'urgence dans laquelle on devait prendre l'ensemble des décisions. Deuxième confinement, c'était différent parce que là, en fait, on avait la fameuse notion des produits essentiels non essentiels. Donc, on n'était pas nécessairement fermé. Mais par contre, on a une activité là, pour le coup, qui s'est vraiment poursuivie de manière continue. Donc, ça a été beaucoup moins, finalement, compliqué à gérer. Et c'était finalement peut-être un peu différent d'un mode de fonctionnement normal, mais c'était quand même plus proche quand même de ce qu'on connaît que le premier confinement, qui a vraiment été une expérience, je pense, pour tout le monde, exceptionnelle dans son sens. Et alors, j'imagine pas pendant les 2 premiers confinements, mais est-ce qu'après, vous avez recruté ou est-ce qu'il y a eu des intégrations de nouvelles recrues? Comment ça s'est passé? Oui, parce que la vie continue. Et donc finalement, en fait, alors même si ça a probablement, j'imagine quand même, perturbé le marché de l'emploi cette année 2020, il y a toujours des gens qui partent et qui arrivent. Je pense au contraire que d'une manière générale, il y a aussi beaucoup de gens qui se sont en 2020 poser des questions parce qu'il y a des gens qui finalement se sont dit finalement en télétravail, je préfère partir en province. Et finalement, l'intégration de collaborateurs, alors c'est vrai que c'est moins sympa d'intégrer des collaborateurs en Toi, tu distanciel. as eu à le faire dans ton équipe, par exemple? Oui. Finalement, on s'adapte. C'est moins sympa parce que c'est sûr que pour le relationnel et le contact humain, c'est quand même pas la même chose d'avoir les gens en face et puis d'avoir finalement un côté, une communication non verbale beaucoup plus prégnante. Mais finalement, dans une période comme ça, honnêtement, on sait le gérer, on sait le faire, et finalement, ça se passe, somme toute, assez bien. Parce que j'imagine que pour ceux qui sont déjà dans la boîte, effectivement, c'est un effort, mais ça va. Mais pour ceux vraiment qui sont recrutés comme ça, est-ce que tu as des retours de leur part et eux, ils l'ont bien vécu aussi? Ou finalement, vous n'avez pas assez de recul? Alors, je pense qu'on n'a peut-être pas non plus encore assez de recul parce que je pense aussi que tout le monde, en fait, maintenant, alors comme on est revenu pour partie au bureau, donc c'est vrai qu'en fait, on essaye d'organiser les parcours d'intégration en one-to-one, du coup, en physique. Mais on a eu des parcours d'intégration, finalement, sur Teams. Ça veut dire, par contre, que dans ces cas-là, il faut être beaucoup plus proactif dans l'organisation des parcours d'intégration pour pouvoir au moins avoir que les gens en fait puissent avoir des rendez-vous programmés, avoir peut-être un panel plus important
de gens qui vont voir dans les parcours d'intégration parce que c'est sûr qu'en fait, quand on est au bureau, il y a ce qu'on appelle finalement l'informel. On va rencontrer des gens dans une réunion, on va pouvoir échanger à la sortie d'une réunion, en prenant un café. Donc, en fait, il y a une capacité à rencontrer des gens qui est beaucoup plus importante parce que non planifiée quand on est physiquement présent dans les mêmes locaux. Et ça, on ne l'a pas du tout finalement quand on est en distanciel. Et en distanciel, ça nécessite en fait de le planifier. C'est vrai qu'un nouveau collaborateur, c'est très compliqué pour lui si on le guide pas de pouvoir finalement lui donner cette possibilité de se créer son réseau dans l'entreprise. La constitution du réseau, je trouve, est quand même moins efficiente. Ouais. Est-ce que tu peux nous confier un ou deux projets importants qui auront pour toi un impact pour le groupe prochainement, si c'est pas confidentiel évidemment, mais je pense que notre grand projet en fait pour moi qui se diffuse finalement dans toutes les business units, la direction juridique comprise, c'est tout ce qui va s'articuler autour de notre raison d'être. Donc, la raison d'être du groupe Fnac Darty, c'est s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable, parce que finalement, cette raison d'être, en fait, elle se décline dans tous nos projets et c'est quelque chose qui est très important parce que c'est un enjeu majeur, en fait, pour Fnac Darty en tant que distributeur, hein, mais ça rejoint aussi tous les enjeux en matière d'économie circulaire d'une manière générale. Alors, l'impact environnemental pour un distributeur comme Fnac Darty, il est essentiellement lié aux produits qu'on vend. Je pense qu'on est tous maintenant conscients de l'urgence des enjeux climatiques. Et pour nous, en fait, on sait qu'il faut davantage réemployer nos produits, les réparer et allonger la durée de vie des biens. Et donc, nous, en fait, on a, dans le cadre de notre plan stratégique Everyday, un ensemble d'actions autour justement de cette raison d'être et de ces enjeux en matière de réparabilité. Alors, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question parce que je ne sais pas si tu sais, mais j'ai fait une mini-série là, sur le legal design depuis quelques temps. Est-ce que à la Fnac Darty, c'est un thème qui vous parle ou est-ce que vous utilisez ces techniques? Où est-ce que vous en êtes dans cette réflexion sur le legal design? Alors, le legal design, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On n'a pas encore eu l'occasion d'expérimenter. J'y réfléchis. Alors, je ne vais pas te dévoiler sur quoi, mais j'ai déjà échangé, moi, avec les opérationnels impactés par ce projet, parce que ce serait du coup ce ne sera pas quelque chose à destination de la direction juridique, donc ce serait quelque chose de plus ambitieux. Les opérationnels sont emballés par l'idée de travailler sur ce projet. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va travailler en 2021. On a vraiment des enjeux pour rendre accessibles les concepts juridiques. Donc, c'est très important pour nous de rendre le droit compréhensible et accessible par tout le monde, que ce soit nos opérationnels en interne et nos clients, nous, d'une manière plus générale. Et le legal design, pour moi, s'inscrit vraiment dans cette dynamique. Donc, moi, j'y crois beaucoup. Tant mieux. Donc, c'est un très beau projet. Alors, on arrive à la fin. Est-ce que tu aurais un dernier, je sais pas, un conseil aux jeunes étudiants juristes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, je pense que dans la dynamique de ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que si j'avais un conseil, c'est soyez alignés avec vous-même. Je pense qu'on est bon en fait quand on est aligné avec soi-même et parce qu'on va prendre du plaisir et c'est ce qui nous rend heureux. Et finalement, c'est quand même le but, c'est de faire un métier qui nous passionne et qui nous rend heureux au quotidien. Donc, je pense que d'être aligné avec soi-même, c'est se connaître. D'être honnête aussi, de se voir en fait de manière objective, de pas s'idéaliser et de ne pas non plus se dévaloriser, mais d'être honnête, de se poser la question de ce qui nous a donné et ce qui nous donne du plaisir, parce que ça va permettre au final d'être plus performant et de donner aux gens envie de travailler avec vous. Donc je pense que moi, si j'avais un conseil, ce serait vraiment celui-là. Soyez alignés avec vous-même. C'est un conseil qui perdure tout au long de la carrière, qui peut vraiment s'appliquer. Tout au long de la carrière. Ouais, donc c'est un magnifique conseil. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience et puis surtout tous tes conseils précieux pour les étudiants, mais aussi pour les jeunes juristes, parce que c'est pas que les étudiants. Et puis, je te dis, Nathalie, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Delphine, pour ce partage.
Vous retrouverez toutes les références citées sur mon site www.toutdroittoutsimple.com. Vous pouvez également suivre l'actualité de Tout droit tout simple sur LinkedIn. Si vous avez un projet, un métier, une vision du droit à partager, contactez-moi. Ah, j'allais oublier, abonnez-vous au podcast et laissez un avis si vous l'appréciez. Merci et à bientôt!